Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc je réponds à une demande d'un abonné qui m'a envoyé par mail deux exercices dont il aimerait une correction donc sous forme de vidéo. Donc j'ai bien sûr répondu favorablement à sa demande. Donc comme d'habitude, ici on parle de microéconomie. Vous avez donc les exercices toujours dans la description, juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous allez prendre l'exercice 12 et l'exercice numéro 13. Ces deux exercices vont nous permettre vraiment de réviser beaucoup de notions sur le consommateur. On va réviser donc l'équilibre du consommateur, le programme d'optimisation de l'utilité. On va réviser les effets substitution et les effets revenus. Et ensuite, l'autre exercice, d'ailleurs c'est le premier, c'est l'exercice 12, on va aussi réviser les élasticités de prix, les élasticités revenus et les élasticités croisées. Donc c'est vraiment deux exercices où on va reprendre vraiment beaucoup de notions et on va revoir vraiment... j'ai envie de dire presque 50-60% vraiment du programme du consommateur. Bien, donc on y va, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez le faire par vous-même. Donc là, je réponds à Nassim, donc l'abonné qui m'a envoyé les deux exercices. Donc c'est une vidéo un peu individualisée pour lui, parce que je sais qu'il a quelques soucis sur les élasticités croisées. Donc j'approfondirai lorsque on arrivera à la question, un peu plus, voilà, surtout pour toi Nassim. Mais bien sûr, pour tous les autres, je vais essayer d'être aussi le plus précis possible. Donc vous prenez l'exercice 12. Alors, on vous donne une fonction d'utilité. Bon, jusque-là, tout va bien. Bon, c'est une fonction qui est assez facile. Si vous regardez celle de l'exercice 13, vous voyez que celle de l'exercice 13 est un petit peu plus difficile, un petit peu plus longue, mais bon, vous allez voir qu'on va s'en sortir. Donc, on vous dit, bon, je ne lis pas le blabla, mais vous avez compris, on vous dit que X et Y, c'est la quantité de bien X consommé, Y, c'est la quantité de bien Y consommé. On vous dit que PX, c'est le prix du bien X, PY, c'est le prix du bien Y, et on vous dit que le consommateur est soumis à un revenu qu'on note R. Alors, on peut déjà écrire quelque chose, puisqu'on nous dit qu'il y a un revenu, qu'il y a le prix de X, le prix de Y, les quantités de X et de Y. Donc, nous pouvons écrire sous sa forme, bien sûr, théorique, ce qu'on appelle la contrainte budgétaire du consommateur. Donc, ce n'est pas une question, mais on va en avoir besoin. Donc, autant l'écrire tout de suite. La contrainte budgétaire, je vous rappelle que c'est le revenu qui est égal au prix de X fois X, plus le prix de Y fois Y. C'est-à-dire qu'on suppose, en microéconomie du consommateur, que le consommateur dépense l'intégralité de son revenu dans la consommation du bien X et dans la consommation du bien Y, pondérés, bien sûr, par leur prix. C'est pour ça qu'on appelle ça une contrainte budgétaire, il ne peut pas dépenser plus que son revenu. Alors, première question, on vous demande de déterminer les fonctions de demande, de X et de Y. Donc, les fonctions de demande. Écoutez, qu'est-ce qu'une fonction de demande? Une fonction de demande, c'est tout simplement le lien mathématique entre une quantité et son prix. C'est ça une fonction de demande. Les fonctions de demande qu'on vous donne, je sais pas moi, on vous dit Q de D égale 1000 moins 2P. C'est bien le lien mathématique entre la quantité et son prix. Donc déterminer des fonctions de demande, c'est tout simplement chercher à exprimer la quantité de X en fonction de son prix et la quantité de Y en fonction de son prix. Voilà, c'est ça, chercher une fonction de demande, c'est ça. Le problème, c'est que ces fonctions de demande, elles sont soumises à une contrainte. Alors, c'est pas la contrainte budgétaire, mais elles sont soumises à une sorte d'obligation, une contrainte. C'est que ces fonctions de demande, elles doivent se faire, elles doivent se construire avec la condition d'optimisation de l'utilité du consommateur. C'est-à-dire que ces fonctions de demande, elles ne sont pas construites comme ça de manière hasardeuse, voilà. Elles se basent sur le fait que le consommateur maximise son utilité. Okay? Donc je le répète différemment, les fonctions de demande sont toujours établies en supposant que le consommateur maximise son utilité. Donc c'est pour ça que nous allons devoir résoudre le programme de maximisation de l'utilité du consommateur. En gros, c'est ce qu'on appelle l'équilibre du consommateur, pour le dire simplement. Alors écoutez, normalement, on pourrait passer par la méthode du Lagrange. Peut-être que Nassim, c'est ce que ton prof exige de toi. Il y a plusieurs techniques, donc comme je ne connais pas la technique, je vais aller au plus simple. Pour obtenir la maximisation de l'utilité, de toute façon, le Lagrangien va nous mener à cette égalité. Un consommateur maximise son utilité lorsqu'il égalise le rapport des utilités marginales au prix des biens. Voilà. Ça, c'est la condition de maximisation de l'utilité du consommateur. Si tu pars du Lagrangien, tu retrouves ça de toute façon.
Le Lagrangien va t'amener à cette égalité. C'est pour ça que je pars tout de suite de cette égalité. Okay. Alors d'ailleurs, UMX sur UMY, on appelle ça le TMS. C'est la même chose. Voilà, donc ça, c'est la condition d'optimisation de l'utilité du consommateur. Je vous rappelle, condition que nous devons respecter pour déterminer les fonctions de demande. Bah écoutez, allons-y, hein, déterminons les utilités marginales, égalisons au prix. Alors, on ne connaît pas les prix, hein, on raisonne de manière très théorique hein, dans cet exercice, hein, on ne nous donne pas la valeur des prix, mais de toute façon, heureusement qu'on ne nous donne pas la valeur des prix. Parce que si on a la valeur des prix, on ne peut plus parler de fonction. Puisque une fonction, c'est un lien justement entre une variable qui peut prendre plusieurs valeurs. Si la variable ne prend qu'une valeur, ce n'est pas une fonction. Alors, UMX, pardon. On va y aller doucement. Je vous rappelle que UMX, c'est la dérivée de l'utilité par rapport à x. En gros, vous dérivez la fonction d'utilité en considérant que x est votre variable hein, par rapport à laquelle vous dérivez. Ça aussi, Nassim, j'ai fait des vidéos hein, dans ma playlist microéconomie, non, même pas plutôt dans la playlist technique mathématique pour économistes. Il y a une vidéo qui s'appelle Entraînement aux dérivées partielles et secondes, où j'explique vraiment comment bien dériver lorsqu'on a deux variables, etc. En fait, ici, là je fais la version courte, lorsque je dois dériver ça par rapport à x, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais de y? Eh bien, y, tu vas le considérer comme une constante. Dans ton esprit, puisque tu dérives par rapport à x, y a le même rôle que le nombre 2. C'est-à-dire, dans ta tête, tu peux remplacer y par par un réel, 2, 3, 4, tu comprends? C'est-à-dire que, en dérivant l'utilité par rapport à x, y a la même fonction que le 10. Alors, si tu dois dériver 10x, ne prends pas y, laisse-le de côté, le y. Dérive 10x. Ça fait 10. Donc le 10, tu le gardes. Mais comme y a la même fonction que le 10, on doit aussi le garder. Donc la dérivée de 10x, y, ça fait 10y. Ok, y, il a la même fonction que le 10. Donc UMY, c'est la dérivée de l'utilité par rapport à y. Donc là, c'est y qui est ma variable. Donc cette fois-ci, x a la même fonction que le 10. Donc oublie le x. Imagine, tu as 10y. Tu dérives par rapport à y, ça fait 10. Donc tu as gardé le 10. Comme le x a la même fonction, tu le gardes aussi, donc ça fait 10x. Bon, tu remarques en fait que c'est le corollaire, hein, 10y, 10x. Voilà. Et du coup, je vais diviser les deux, UMX sur UMY. Donc je vais faire 10y sur 10x égale px sur py. Ouais. On a déjà fait une grosse partie du travail, Nassim. Bon, là, je suis obligé d'effacer. Donc, on va garder ça, puis on va voir ce qu'on va en faire. Et on va rapidement arriver à la fonction de demande. Alors, une fois que tu as ça, bon, tu vas me dire, c'est compliqué, etc. Bon, déjà, simplifions ce qu'on peut simplifier. 10y sur 10x, les 10 vont se simplifier, donc il restera y sur x égale px sur py. Ok. Ouais. Voilà, comme ça c'est clean. Et bien, ce que tu vas faire, Nassim, c'est que tu vas exprimer l'une des deux variables en fonction de l'autre. Soit tu exprimes y en fonction de x, soit tu exprimes x en fonction de y. C'est toi qui choisis, ok? Mais l'une des deux en fonction de l'autre. Alors écoute, on va prendre le plus simple. Je pense que y en fonction de x, ça me paraît pas mal. Pourquoi? Parce que le x qui est en bas, tu as juste à le faire passer de l'autre côté. Et donc, comme x est au dénominateur, en le faisant passer de l'autre côté, il va passer au numérateur. Donc on aura y égale px fois x sur py. Hein? Je rappelle que tout ce qui change de côté change d'opération. Si x est un dénominateur, il va devenir numérateur. On peut le dire autrement, x c'est une division, donc il va devenir multiplication de l'autre côté. Bien, donc ça tu vas le garder en tête. Enfin, tu vas le garder sous les yeux, hein, tu peux le surligner ou l'encadrer. Et puis tu vas prendre la contrainte budgétaire. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien regarde, le y, je vais le remplacer par la condition d'optimisation. Parce que ça, c'est la condition d'optimisation de l'utilité. On a fait tout ça pour ça. Ça c'est vraiment une équation qui représente l'optimisation de l'utilité.
y en fonction de x. Et comme j'avais dit, les fonctions de demande doivent se baser sur la maximisation de l'utilité. Bah, on est bientôt au bout du travail, donc je vais remplacer y par cette condition. Donc on aura px fois x plus py fois ça, donc px fois x sur py. Ok. Ça va? Mettez sur pause, hein, si vous avez du mal. Mais bon, normalement, ça c'est les simplifications mathématiques, ça je ne connais pas votre niveau, donc je ne peux pas savoir. Certains, pour certains, sont très à l'aise, d'autres ne le sont pas, donc j'essaye de faire au mieux, quoi. C'est comme là, regarde, il y a quelque chose qui va pouvoir simplifier très simplement. On a PY, tu es d'accord que PY, il est associé au numérateur. Hein. Toute chose qui est devant un quotient est forcément associée au numérateur. Donc en fait, on aura PY au numérateur et PY au dénominateur. C'est comme si tu avais 2 sur 2. Donc les PY vont se simplifier. Et donc il va rester Px fois x plus Px fois x. Tu es d'accord, Nassim, que x plus x, ça fait 2x. Y plus y, ça fait 2y. Donc Px fois x plus Px fois x, ça fait 2Px fois x. Ça fait 2 fois la même chose. Eh bien, regarde, on a terminé. Souviens, il y a la fonction de demande, on veut x en fonction de son prix. Eh bien, j'ai juste à faire passer le 2px de l'autre côté. Et donc, il va rester x égale r divisé par 2px. R, tu es d'accord, hein, le 2px ici, c'est une multiplication, Nassim. Je le fais passer de l'autre côté, il devient division. Donc il passe au dénominateur. Et bien voilà, j'ai ma fonction de demande. Vous allez me dire, hop, monsieur, ben, vous nous avez dit qu'une fonction de demande, c'était la quantité en fonction de son prix. Et R, c'est quoi? Ben, R, on ne le connaît pas, mais R, c'est une valeur. R, c'est une constante. Donc c'est bon, j'ai bien exprimé ma quantité en fonction du prix. Sachant que R, c'est pas une variable. R, c'est quelque chose qui est fixé. C'est juste que là, on ne nous donne pas la valeur. Si on t'avait dit R égale 400, tu aurais dit ça fait 400 sur 2px. Ben c'est bon, donc tu as bien une quantité en fonction de son prix. Donc ne sois pas perturbé par R en disant c'est une autre variable. Non, non, R, c'est pas une variable, c'est une constante. Voilà la fonction de demande de x. Tu peux mettre xd hein, si tu veux, pour D pour la demande. Comment je vais trouver celle de y? Ben, je sais que y c'est égal à ça. Donc, je vais remplacer x par quoi? Je vais remplacer x par sa fonction. Hop, le tout sur py. Ok. Alors là, si c'est bon, tu as recopié ça? Ouais. Enfin, je vais passer juste cette ligne-là. Je vais quand même regarder. Voilà. J'aurai assez de place normalement. Alors regarde, on va simplifier encore une fois. Px, il est avec le R. Hein, il est, comme toute chose qui est devant un quotient, est associée au numérateur. Donc Px, il est avec le numérateur. Et j'ai Px au dénominateur. Donc tu vois, Px sur Px, ça va c'est pareil, ça va se simplifier. Donc il va rester au numérateur R sur 2 sur PY. Ouais. Ouais, ça, c'est pas joli, Nassim. Hein. R sur 2 sur PY. Il y a encore moyen de simplifier. Donc, je vais le faire ici. Hein, tu es d'accord avec moi? Tu sais, Nassim, que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça, je peux écrire que c'est R sur 2. PY, c'est PY sur 1. Donc diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc on va multiplier par 1 sur PY. Et donc on aura la fonction de demande R sur 2PY. Tiens, comme par hasard, c'est le corollaire de la fonction de demande de X. Ah oui, mais ça on pouvait déjà s'en douter dès le début. Hein. Pourquoi? Les utilités marginales sont les mêmes. Donc à partir du moment, tu peux te dire ça, hein, Nassim, à partir du moment où les utilités marginales sont les mêmes, on aura toujours les mêmes fonctions de demande. Forcément. Alors, ça veut dire, ouais, c'est un peu rapide, oui, bon là, je peux pas faire la démonstration, mais sache-le simplement que si tu trouves les mêmes utilités marginales, quand je dis les mêmes utilités marginales, tu comprends, c'est que on avait trouvé 10y pour x et on avait trouvé 10x pour y. Quand je dis c'est la même chose, tu comprends, ça veut dire que c'est juste la variable qui change, x, y. Donc on a les mêmes fonctions de demande.
Bon, j'efface la fonction d'utilité, parce que je pense qu'on n'en aura plus besoin de fonction. Donc je vais juste garder en bas là. Enfin, je vais les recopier. Donc on a, du coup, la fonction de demande de x, r sur 2px, et la fonction de demande de y, r sur 2py. Voilà. Et donc là, on va passer aux élasticités. On te demande de calculer l'élasticité revenu de x. Alors moi, c'est comme ça que je l'écris. Hein. Donc élasticité, epsilon, de revenu de x. Voilà, ça évite d'écrire élasticité revenu de x. Alors là, Nassim, tu dois connaître tes formules. Parce qu'en fait, ce sont des formules à connaître par cœur. C'est la dérivée de la fonction de demande par rapport au revenu. Bah oui, parce que si je m'intéresse à l'élasticité revenu, c'est que c'est le revenu qui est au cœur de mon intérêt. C'est le revenu qui est le centre de mon attention. Donc on va dériver la fonction par rapport à R, et on va multiplier par R sur la fonction. Si ça avait été Y, on aurait dérivé Y par rapport à R, multiplié par R sur Y. Alors, dérivons. On doit dériver ça par rapport à R, Nassim. Donc ça veut dire que R, c'est ma variable. Ouais. Hein, ici, comme je dérive par rapport à R, le revenu devient ma variable. Donc tout ce qui n'est pas R est une constante. Alors si tu veux, pour t'aider, on va réécrire XD. On va réécrire la fonction de demande différemment. Tu es d'accord avec moi que je peux dire que XD, c'est la même chose. Hein. Voilà. Tu es d'accord, c'est la même chose. R sur 2px, c'est pareil que R multiplié par 1 sur 2px. Qu'est-ce que j'ai dit, Nassim? Puisque je dérive par rapport à R, R c'est ta constante. C'est-à-dire dans ta tête, R c'est le x, là, quand tu as une fonction f de x. Et que tu dois dériver, que tu dois calculer f' de x. Voilà, ça c'est ton x. Donc 1 sur 2px c'est une constante. Imagine dans ta tête que 1 sur 2px ça fait 2. Imagine-le. 1 sur 2px ça fait 2. C'est une constante. Tu as 2 R. Et tu dérives par rapport à R. Qu'est-ce qui va rester? La dérivée de 2x. Ça fait 2. Donc la dérivée de 2R. Ça fait 2. Autrement dit, quand tu dérives par rapport à R, il ne reste que la constante. Or, ma constante, c'est 1 sur 2px. Donc il ne restera que 1 sur 2px. Mais va voir, si vraiment tu as du mal, va voir ma vidéo technique mathématique pour économistes, les dérivées partielles. Je prends plus de temps pour expliquer tout ça. Multiplié par R sur x. Bon, x c'est quoi? C'est R sur 2px. Ok. Ça, c'est la partie de travail la plus facile, Nassim, parce que maintenant, il faut simplifier tout ça. Donc là, bon, il faut effectivement être à l'aise, on va dire, sur les simplifications. Alors écoutez, oui, écoutez, je ne vais pas toucher à la première partie. Qu'est-ce que j'ai dit, Nassim? Que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça fait R multiplié par 2px sur R. Tu vois? Divisé par ça, ça revient à multiplier par son inverse. Ah bah tiens, R, on a R sur R. Ok. Ah bah tiens, on a 2px sur 2px. Donc en fait, il reste 1. Ouais. Alors, je le dis aussi, hein, je sais que pour certains, je me répète beaucoup, vous n'avez le droit de simplifier ce qu'il y a au numérateur et au dénominateur qu'à la condition que vous n'ayez que des multiplications. Ce qui est le cas ici, tu es d'accord, hein? On a une multiplication ici, une multiplication ici. Donc j'ai le droit de simplifier les mêmes éléments qui sont à la fois au numérateur et au dénominateur. Si on avait eu des additions et des soustractions, c'était terminé, on n'aurait pas pu simplifier. Mais je te rassure, Nassim, dans les élasticités, il n'y aura toujours que des multiplications. En tout cas, dans les cas les plus élémentaires. Comme je vois que tu es en première année, voilà, tu n'auras pas de complications, tu n'auras pas de difficultés. Ok, donc les 2px, j'espère que c'est ok. Hein. Il y en a un au numérateur, il y en a un au dénominateur. Et donc, voilà, on a une élasticité revenu qui vaut 1. Alors, qu'est-ce que ça signifie, une élasticité revenu qui vaut 1? Déjà, comment on va interpréter ce résultat? Eh bien, ça veut dire simplement que si le revenu augmente de 1%, la demande de x augmentera aussi de 1%. Nassim,
les élasticités sont toujours exprimées en pourcentage. Toujours. On ne peut interpréter des élasticités qu'avec des pourcentages. Donc, ce n'est pas si le revenu augmente de 1 euro. La demande augmente de 1 euro. Ça, c'est faux. Les élasticités, c'est une notion qui est relative. C'est une notion qui est proportionnelle. Donc, on raisonne toujours en pourcentage. Alors, tu vas me dire, prenons un autre cas. Imaginons que nous ayons trouvé une élasticité, donc revenu, qui valait 3. Ok? Imaginons que tu aurais trouvé quelque chose qui vaut 3. Comment on aurait interprété ça? Eh bien, on aurait dit, si le revenu augmente de 1%, la demande de X augmente de 3%. Et là, tu vas me dire, ok, en fait, la variable, elle varie toujours de 1%. Toujours. C'est le résultat. Lui, le résultat concerne la variation de la demande. Ok? Donc, le piège, ce serait de dire, si le revenu augmente de 3%, la demande augmente de 3%. La variation de la variable, qui est ici le revenu, varie toujours de 1% dans l'interprétation des élasticités. Pas seulement le revenu, hein, les autres, on va voir après, c'est toujours 1%. Et le résultat, lui, c'est la variation de la demande. Ok. Alors, on te demande de qualifier ce bien, parce que l'élasticité revenu est de 1. Alors, écoute, tu vas dire tout simplement qu'on appelle ça un bien normal. Pourquoi? Parce que... Moi, je vais te faire un petit peu de ménage quand même. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'élasticité revenu est compris entre 0 et 1, on appelle ça un bien normal, Nassim. Ouais. Mais ça, tu as ton cours, hein, normalement, tu as les différentes interprétations en fonction des valeurs des élasticités. Voilà, donc là, je le dis, mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment la partie mathématique qui m'intéresse. Hein. Bien. J'efface. Donc, on passe à l'élasticité de la demande de Y. Donc là, on oublie le revenu. Là, le revenu ne nous intéresse plus. On veut l'élasticité de prix. Donc, on veut l'élasticité prix de Y. Donc là, on veut étudier le lien entre la variation du prix de Y et la consommation de Y. C'est l'élasticité la plus pure, la plus naturelle à étudier. Parce que dans la vraie vie, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier le lien entre, par exemple, la variation du prix du riz et la consommation de riz. Bon, ben là, c'est pareil. C'est évident que, voilà, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de voir si le prix de Y varie, ben, comment va varier la consommation de Y. C'est ce que va nous dire l'élasticité. Donc la formule, c'est à peu près la même. En fait, tu vas dériver, tu vas dériver la fonction de demande par rapport au prix, puisque ce qui nous intéresse maintenant, c'est le prix, et tu vas multiplier par le prix sur la demande. Tu as vu, en fonction de la variable qui nous intéresse, ben, on dérive la fonction par rapport à cette variable. Avant, c'est le revenu, ben, on dérive par rapport au revenu. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le prix. Et ben, je dérive par rapport au prix. Alors, oui. Alors là, alors, on va recomposer. Donc, je vais réécrire. Donc, pareil ici, je peux dire que c'est ça. Voilà. Donc là, je dois dériver par rapport au prix. Alors, écoute, tu vois, le prix, il est au dénominateur. Alors, bien sûr, il faut se rappeler des formules de dérivée. Alors, la dérivée, alors je vais même encore, regarde ce que je vais faire, Nassim, je vais même encore décomposer. Je vais dire que c'est R multiplié par 1/2 multiplié par 1 sur PY. T'es d'accord avec ça, Nassim? Ça, c'est la même chose que ça. Hein, parce qu'en fait, si tu regroupes tout, tu retombes là-dessus. Tu te souviens, je dérive par rapport à PY, Nassim. Donc, R, c'est une constante, cette fois-ci. R, maintenant, c'est plus ma variable. R a la même fonction que le 1/2. Bien. Ma variable, c'est PY. Ok, donc imagine que PY, c'est ton X, là. Dans tes formules de dérivée, c'est ton X. La dérivée de 1 sur X, Nassim. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X carré. Ouais. Donc, 1 sur PY, ça va devenir moins 1 sur PY au carré. Hein? Parce que PY, c'est comme mon X.
Donc 1 sur x, ça devient moins 1 sur x carré. Donc 1 sur py, moins 1 sur py carré. Ok. Et qu'est-ce que je fais de r fois 1,5? Bah, imaginons que r fois 1,5, c'est ma constante, ça fait 2. Si tu as 2, est-ce que le 2, tu le gardes ou tu le jettes en dérivant? Bah, tu le gardes, hein, Nassim. Parce que les constantes multiplicatives, elles restent toujours. Alors, regarde. Prenons la forme la plus élémentaire. Voilà. Je dois dériver ça, Nassim. 1 sur x, on a dit que ça devenait moins 1 sur x carré. Mais le 2 reste. Hein, parce que le 2 multiplie. Donc r fois 1,5, ça va rester. Voilà. Et donc ça, c'est la dérivée. Là, il faut t'entraîner, hein, Nassim. Multiplier donc par py sur y, c'est-à-dire je recopie la fonction de demande. Bon, ça va me dire, on doit simplifier tout ça, monsieur? Bah oui, on doit simplifier tout ça, Nassim. Alors écoute, on va déjà regrouper la première partie, là, regarde. Les numérateurs, on va les regrouper ensemble. R fois 1 fois moins 1. R fois 1 fois moins 1, ça fait moins R. Sur, on multiplie les dénominateurs, donc 2py carré. Multiplier, je te rappelle, Nassim, que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc on aura py multiplié par 2py sur R. Ouais. Là, je ne me répète plus, hein, parce que je l'ai déjà dit. Voilà. Alors regarde, il y a pas mal de... Ça se simplifie parfaitement, regarde. Je vais faire encore une ligne avant. Je vais faire, regarde, py fois 2py. Ça fait 2py carré. Donc on aura moins R sur 2py carré, multiplié par 2py carré sur R. Et là, c'est magique, hein? Non? 2py carré, 2py carré, R, R, il reste moins 1. En fait, il reste le moins. Et bien sûr, quand il reste rien, ça ne fait pas 0, hein, il reste toujours 1 quand même. Donc ça fait moins 1. Donc on a une élasticité qui est tout à fait banale. Alors l'interprétation, c'est quoi? C'est négatif, Nassim. C'est un petit peu logique, non? Bah, il faut s'attendre à ce que lorsque le prix d'un bien augmente, sa consommation va diminuer. Donc l'interprétation, c'est que si le prix de Y augmente, qu'est-ce que j'ai dit, hein, Nassim? La variable, elle varie toujours de 1%. Donc si PY augmente de 1%, la demande de Y diminue de 1%. Okay? Parce que l'élasticité est négative, donc une hausse implique une baisse. Tu peux l'interpréter comme ça aussi, Nassim. Tu peux dire que si PY diminue de 1%, la demande de Y augmente de 1%. Tu comprends? L'important, c'est que les variations sont inverses. Si le prix augmente, la demande diminue. Si le prix diminue, la demande augmente. Alors ça, on appelle ça, quand c'est égal à tout pile à moins 1, on appelle ça une élasticité unitaire. Tu comprends pourquoi? Puisque unitaire, ça veut dire 1. Donc on appelle ça une élasticité unitaire. Et c'est pareil, en fait, Nassim, que tout à l'heure. On appelle ça un bien normal. Ok. C'est-à-dire que la demande varie dans les mêmes proportions que le prix. Voilà, c'est un bien normal. Si le prix du riz augmente d'1%, bah, la demande de riz va baisser d'1%. Voilà. Encore une fois, c'est une interprétation, c'est pas ce qui m'intéresse. Ah, alors on va passer à ce qui te pose le plus de problèmes, Nassim, je crois, c'est l'élasticité croisée. Donc, mets sur pause hein, pour recopier. Alors, tu m'avais posé par mail, tu m'avais dit, mais monsieur, c'est quoi une élasticité croisée? Ben, écoute, on va prendre le truc le plus banal. Imaginons, Nassim, que le prix des pâtes augmente. Ouais. Alors, bien sûr, la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est la consommation de pâtes. On va se dire, bah oui, si le prix des pâtes augmente,
comment va varier la demande de pâtes. Et on peut s'attendre à ce que ça diminue. Mais très peu, parce que les pâtes, c'est plutôt un bien qui est inélastique, puisque c'est un bien qu'on consomme énormément. Donc c'est pas parce que le prix va augmenter un peu que ça y est, on ne va plus consommer de pâtes. Tu comprends? Bon, bref. Mais on peut s'intéresser aussi à autre chose. On pourrait se demander, mais attends, les pâtes, c'est pas le seul féculent. Il y a le riz et les pommes de terre aussi. Ce sont deux autres féculents qui peuvent facilement, dans certaines recettes, remplacer les pâtes. Ou la semoule, même d'ailleurs. Très bon le couscous. Donc on pourrait se poser la question, si le prix des pâtes augmente, comment va varier la consommation de riz? Alors ça peut paraître comme ça, une question un peu ridicule, un peu dérisoire, un peu même anecdotique, mais pas du tout. Parce que c'est très intéressant de savoir si le prix des pâtes augmente, comment va varier la demande de riz ou de pommes de terre. Eh bien c'est ça. L'élasticité croisée va répondre à cette question. Okay. Elle va répondre à la question lorsque le prix, en pourcentage, lorsque le prix en pourcentage des pâtes variera, comment variera la consommation de riz, de pommes de terre, de tout ce qui est substituable. Okay. Parce qu'attention Nassim, tu comprends que si le prix des pâtes augmente, si tu t'intéresses à la variation de la consommation de l'essence, c'est complètement ridicule. Là oui. Donc l'élasticité croisée, on l'utilise dans des cas qui sont bien particuliers. Les biens substituables, le riz, les pâtes, etc. Ou bien les biens qu'on appelle complémentaires. Par exemple, l'essence et la voiture. On peut se poser la question, c'est ce qui s'est passé avec l'inflation de l'essence récemment. Bon, je suis pas, c'est pas du tout mon domaine de recherche, etc. Mais je suis sûr qu'il y a tout un tas d'économistes qui se sont intéressés à la question de savoir, avec l'augmentation du prix de l'essence, est-ce qu'il y a eu une diminution de la vente de voitures? Parce que l'essence et la voiture, ce sont des biens complémentaires. Donc l'élasticité croisée, on l'utilise vraiment, on s'intéresse à cette élasticité dans des cas bien particuliers. Le lien entre les pâtes et le riz, le lien entre, je sais pas moi, les gants de toilette et le savon. Vous voyez, tu vois, des trucs qui sont liés, quoi, entre eux. Voilà, donc c'est ça l'élasticité croisée. Et donc il nous demande l'élasticité croisée du bien X par rapport au prix de Y. Tu vois, Nassim? On veut s'intéresser au lien entre le prix de Y et la consommation de X. Élasticité croisée. Tu comprends bien le mot croisé? On croise le prix d'un bien avec un autre bien. Alors la formule, c'est toujours la même en fait. On dérive les fonctions par rapport à la variable. Donc là, on va dériver X par rapport à PY, puisque c'est PY qui m'intéresse. Et je vais multiplier par PY sur X. Et là, ça va être la dérivée la plus rapide du monde, Nassim. Dérive-moi ça par rapport à PY. Monsieur, il n'y a pas de PY dans la fonction. Oui. Alors imagine, tu dois dériver une fonction par rapport à X et il n'y a pas de X dedans. En gros, tu dois dériver une fonction f de X égale 3/4. Il n'y a pas de X dedans. Ça veut dire que R sur 2Px, c'est une constante, puisque moi je dérive par rapport à PY. Mais il n'y a pas de PY. Et quelle est la dérivée de quelque chose qui ne contient pas la variable? Ça fait 0. Et tu te doutes bien que l'autre aussi, l'élasticité de Px par rapport à Y, ça fera 0 également, Nassim. Alors, quelle est l'interprétation? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, ici? Ça veut dire que si le prix de Y augmente de... Allez, je sais pas moi, on va dire 1%, puisqu'on va rester sur le 1%, ça veut dire que la consommation de X, en fait, ne change pas. C'est ça que ça veut dire. Tu peux faire varier le prix des pâtes autant que tu veux. Tu peux même multiplier le prix des pâtes par 40 000. Le paquet de pâtes il coûterait 40 000 €. La consommation de voiture, ne bougerait pas. Tu comprends? Ça veut donc dire que lorsque le prix d'un bien augmente et que la consommation d'un autre bien ne bouge pas, ça signifie tout simplement que les biens sont indépendants. Les biens n'ont pas d'impact entre eux. La variation du prix d'un bien n'a pas d'impact sur la consommation de l'autre bien. Donc on appelle ça des biens indépendants. Les deux autres cas que tu dois avoir dans ton cours, c'est le cas substituable et le cas complémentaire. Mais bon, comme là c'est pas le cas, voilà.
Ça va pour cet exercice? Bien. Donc on va passer à l'exercice 13, où là on va parler d'équilibre du consommateur. Effet substitution, effet revenu, là il faudra être très attentif, Nassim. C'est pas compliqué, j'ai déjà fait au moins 3-4 vidéos sur ça, donc si tu vas dans la playlist microéconomie, tu verras qu'il y a plein de vidéos qui s'appellent effet substitution, effet revenu. Donc j'essaierai d'être le plus clair possible, mais inspire-toi aussi de ces autres vidéos que j'ai dans la playlist pour t'entraîner. Allez. C'est pas que j'aime pas me répéter, c'est que si vous regardez à chaque fois mes vidéos, mais que dans chaque vidéo je me répète, même pour vous, ça fait que ça commence à être un peu relou. Alors exercice 13, donc vous lisez, moi je note les informations importantes, on nous donne une fonction d'utilité, 2x plus xy plus 4y, et on nous donne cette fois-ci les valeurs de R, 400, px 10, ouais, et py 20. Et ça, bien sûr, on va le garder sous les yeux tout au long de l'exercice. Je vais faire ça, Nassim, regarde, hop, parce que tu verras qu'il y a des informations qui seront importantes au fur et à mesure. Alors écoute, la première question, c'est qu'on te demande de déterminer l'équilibre du consommateur. Déterminer l'équilibre du consommateur, c'est rechercher tout simplement l'optimum du consommateur. C'est-à-dire, c'est de résoudre le programme d'optimisation de l'utilité. Pareil, je ne vais pas passer par Lagrangien, je vais passer directement par l'égalité du TMS avec le rapport des prix. Il nous est dit en microéconomie que l'optimum du consommateur, l'équilibre du consommateur est atteint, je l'ai dit dans l'exercice précédent, lorsque le TMS est égal au rapport des prix, et le TMS, c'est le rapport des utilités marginales. Cette égalité, on la retrouve avec le Lagrangien. Allez, on y va. Donc là, Nassim, je te fais confiance pour les dérivés. Je te rappelle que si je dérive par rapport à x, y est une constante, et inversement. Donc là, je dérive l'utilité par rapport à x. Donc ça fait 2, plus y, et 4y, ça fait 0, puisque c'est une constante. Ok, donc y c'est une constante, donc ça fait, imaginons que ça fait 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2, donc on ne garde que la constante. Je dérive par rapport à y, donc 2x, ça devient une constante. Enfin, x devient une constante, donc 2x, ça fait 0. Ici, il va nous rester x, cette fois-ci. Et la dérivée de 4y, ça fait 4. Et les prix, on remplace. On nous a dit que c'était 10 divisé par 20. Ouais. Même chose que dans l'exercice précédent. Nassim, tu vas exprimer y. Enfin, l'une des deux en fonction de l'autre, mais le plus facile, c'est toujours d'exprimer celle du numérateur. Pourquoi? Parce qu'à gauche, il va rester 2 plus y. Et puis le x plus 4, je vais le faire passer de l'autre côté. Ouais. Donc comme x plus 4 est au dénominateur, c'est une division. En le faisant passer de l'autre côté, il va devenir multiplication. 10 sur 20, ça fait combien, Nassim? Ça fait 1,5, ça fait 0,5. Donc on aura 0,5 multiplié par x plus 4. Ok, donc le x plus 4 qui est une division, il devient multiplication. Donc 2 plus y égale, je développe, 0,5x plus 0,5 fois 4, ça fait 2. Et donc j'ai juste à faire passer le 2 là, de l'autre côté. Donc on aura 0,5x plus 2 moins 2. Ouais, okay. Et plus 2 moins 2, ça fait 0. Donc y égale 0,5x. Hop, voilà. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la contrainte budgétaire. Donc je la rappelle, R égale Px fois X plus Py fois Y. On remplace bien sûr par les informations. Donc R égale 400, donc on aura, ça fait 10x plus 20Y. Ouais. Et qu'est-ce que je fais avec cette contrainte budgétaire? Je vais remplacer Y par 0,5x. Donc on aura 400 égale 10x plus 20 fois 0,5x. Donc 400 égale 10x plus, alors 20 fois 0,5, ça fait 10. Donc 10x. Ce qui fait 400 égale 20x. Et donc x étoile. X étoile, pourquoi? Parce que c'est la quantité optimale de x. 400 divisé par 20, ça fait 40 divisé par 2. Ça fait 20. Ok, donc à l'optimum, notre consommateur consommera 20 unités de x. Et combien de y? Eh bien, il consommera 0,5 fois x, c'est-à-dire 0,5 fois 20, 10.
ok. Alors, donc je vais écrire comme ça. Je vais peut-être avoir besoin de plus de place. Donc je vais écrire ça, c'est la situation initiale. Okay, situation initiale Nassim, c'est-à-dire c'est l'équilibre du consommateur de base. C'est le premier équilibre que là on vient de déterminer. Donc on a dit que x était égal à 20, que y était égal à 10. Il y a une information qui peut être importante aussi, Nassim, à déterminer, c'est quoi d'après toi? On connaît la quantité optimale de x, la quantité optimale de y. Donc, ok, on connaît le revenu, on connaît les prix. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Bah, c'est de connaître la valeur de l'utilité à l'équilibre. Donc, je vais l'écrire là, et puis après je noterai ici, en résumé. Donc, ce qu'on peut déterminer aussi, c'est U étoile, c'est-à-dire c'est l'utilité optimale. Bon, bah, il suffit de remplacer x et y par leur valeur. Hein. Donc, on aura 2 fois 20, plus 20 fois 10, plus 4 fois 10. Et tu vas trouver 280. Voilà. Okay. Si je fais tout ça, Nassim, c'est pour les effets substitution et revenus, hein, c'est pour que tu comprennes. Voilà, là j'ai tout. J'ai la combinaison. J'ai la combinaison du bien X et du bien Y, la combinaison optimale, et j'ai l'utilité optimale également. La vie est belle. Mets sur pause. Enfin, mettez sur pause. Hop. Bien. Alors, c'est maintenant qu'il va falloir être attentif. En fait, on va nous demander de déterminer encore une fois l'équilibre du consommateur, mais il y a une information qui va changer, Nassim, c'est que le prix du bien X va augmenter. On nous dit que le prix de X, il passe de 10 à 20. Et on te demande de déterminer le nouvel équilibre du consommateur. Donc on va devoir refaire tout ce qu'on a fait, mais en remplaçant Px, non plus par 10, mais par 20. Bon, alors on y va. Donc le rapport des utilités marginales égal au rapport des prix. Donc là, je vais tout de suite... Attention, hein, tu prends le nouveau prix, hein, Nassim. Donc on aura 20 sur 20. Donc ça fait 1. Bon, ça, on a déjà calculé hein, les utilités marginales juste avant. Donc on avait trouvé 2 plus y sur x plus 4. Du coup, égale 1. Alors, rebelote, hein. Mais sur pause, hein, si tu le fais par toi-même, exprime y en fonction de x. Donc on y va, on aura 2 plus y égale 1 fois x plus 4, donc ça fait x plus 4. Donc on aura y égale x plus 4 moins 2. Et donc on aura y égale x plus 2. Je prends ma contrainte budgétaire. 400 égale, attention cette fois-ci c'est 20x plus 20y. Hein, px c'est 20 maintenant. Hein. Et je remplace y par ça, donc ça fait 400 égale 20x plus 20 fois x plus 2. Donc 400 égale 20x plus, je développe, 20x plus 40. J'accélère un tout petit peu parce que là, on est dans de la simplification mathématique de base. 400 moins 40, ça fait 360. 20x plus 20x, ça fait 40x. Et donc, on aura x étoile égale 360 sur 40, ça fait 9. Et y étoile, c'est x plus 2, donc ça fait 11. Ouais. Donc, on regarde comment je vais noter ici. Après os de px, donc px' égale 20. On a x étoile qui vaut 9. On a y étoile qui vaut 11. Et puis on va calculer u étoile. Donc u étoile, ce sera 2 fois 9, plus 9 fois 11, plus 4 fois 11, ce qui fait 161. Voilà. Donc le nouvel équilibre du consommateur après l'augmentation du prix de X. Nassim, tu sais, la microéconomie, c'est quelque chose de logique. Est-ce logique les valeurs qu'on a trouvées? Bah écoute, le prix de X a augmenté. Conclusion, bah, on consomme moins de X et on consomme un tout petit peu plus de Y. C'est logique. Le prix de X a augmenté. Donc on va consommer moins de X. Et ici, bon, c'est vraiment... Bon, c'est l'exercice qu'il veut, mais normalement même Y aurait dû baisser.
mais on verra avec le tableau récapitulatif à la fin. Y augmente un tout petit peu, on va dire. Voilà. Par contre, l'utilité a bien baissé. Mais c'est normal. Puisque à partir du moment où l'un des prix augmente et que l'autre ne bouge pas, bah à la fin, tu auras forcément moins de satisfaction. Ça, c'est sûr. Bon. Tu sais ce qu'on vient de faire, Nassim, en répondant à cette question? Regarde ce qu'on a fait. Je résume. Hein. On a fait augmenter le prix de X. On a repris notre contrainte budgétaire et on a trouvé les nouvelles valeurs, la nouvelle combinaison optimale de X et de Y. Ce qu'on vient de faire là, Nassim, c'est ce qu'on appelle l'effet revenu. Lorsque le prix d'un bien augmente et que tu cherches la nouvelle combinaison optimale en conservant le même budget, en réutilisant la contrainte budgétaire, tu as étudié ce qu'on appelle l'effet revenu. Donc moi, il me manque l'effet substitution. C'est la question 3, bien sûr. Ok. Donc vraiment, dis-toi, hein, déterminer le nouvel équilibre du consommateur. Déterminer le nouvel équilibre du consommateur. Après variation du prix d'un bien, c'est étudier l'effet revenu. Voilà. Là, on vient de faire l'effet revenu. Donc je vais noter ici, entre parenthèses, ER. Ouais. Voilà. Et donc la place qui me manque ici, c'est l'effet substitution. Mais ce qui est bizarre, et je n'aime pas la façon dont les enseignants posent les questions, je trouve qu'ici, c'est vraiment piéger les étudiants. Je pense que ton enseignant n'aurait pas dû poser... Je trouve que les questions sont posées dans le désordre, pour moi, hein, personnellement. Parce que normalement, en fait, l'effet substitution, il arrive avant l'effet revenu. Or là, on a trouvé l'effet revenu, et donc, entre guillemets, on va devoir revenir en arrière pour trouver l'effet substitution. Donc c'est un peu... Voilà, je trouve qu'il aurait dû d'abord poser la question de l'effet substitution et ensuite la question de l'effet revenu, puisque je le répète, l'effet substitution intervient toujours avant l'effet revenu. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va vite... comment dire ça? Je cherche l'expression, mais... Bon, on va vite, retrouver notre sérénité. Voilà. Bien, donc la question 3, en fait, on te demande de récapituler l'effet total. Le problème, c'est que pour avoir l'effet total, il me manque, comme je viens de le dire, l'effet substitution. Donc, on va étudier l'effet substitution tout de suite. Ok, donc la question 3, l'effet total. Pour avoir l'effet total, il me faut l'effet substitution. Alors, l'effet substitution, c'est pas compliqué. Tu vas commencer par déterminer l'équilibre comme on fait, c'est-à-dire le TMS égale, voilà, tu comprends? TMS égale le rapport des prix, donc on y va. Donc là, c'est toujours la même chose, donc les utilités marginales, donc c'est 2 plus Y sur X plus 4 égale, on prend le nouveau prix, hein, bien sûr, donc ça fait 20 sur 20, donc ça fait toujours 1. Donc jusque-là, tu vas me dire, ok, donc il n'y a rien qui change. Non, non, pour le moment, il n'y a rien qui change. Et donc, tu vas réexprimer X en fonction de Y en fonction de X, et donc tu vas retrouver, en fait, Y égale X plus 2. Et donc là, voilà, on retrouve exactement la même chose que la question précédente. La différence, Nassim, c'est maintenant. Avec l'effet substitution, pour trouver l'effet substitution, tu vas prendre la fonction d'utilité. Écoute bien. Voilà, tu prends la fonction d'utilité. Qu'est-ce qu'on a fait dans la question précédente, Nassim? Pour l'effet revenu, on a pris la contrainte budgétaire. On a écrit la contrainte budgétaire et on a remplacé Y par X plus 2 et on a trouvé la valeur de X et ensuite on en a déduit la valeur de Y. Eh bien, pour déterminer l'effet substitution, une fois que tu as trouvé ta condition, que tu as exprimé Y en fonction de X, Nassim, tu prends la fonction d'utilité. Tu ne prends pas la contrainte budgétaire. Tu comprends? Note-le, hein, ça c'est important. Tu vas me dire, bah oui, bah ok, donc en fait, vous me dites qu'on va remplacer Y par X plus 2. Oui, pour ça c'est déjà une bonne chose. Mais regarde ce que tu vas faire, c'est que l'utilité, tu vas prendre la valeur de l'utilité initiale. C'est-à-dire que tu vas prendre la valeur de l'utilité de la première question, c'est-à-dire de l'équilibre du consommateur initial. Donc l'utilité, je vais la remplacer par 280. Donc 2x plus x facteur de x plus 2, plus 4 facteur de x plus 2. Je te laisse développer, Nassim, je te laisse simplifier. Tu vas trouver un polynôme du second degré, x carré
plus 8x moins 272 égale 0. Donc là, tu auras un polynôme du second degré, tu le résous, hein, donc discriminant, etc. Donc il y aura deux solutions. Okay, donc tu vas trouver un discriminant positif. Donc deux solutions. La première, elle sera négative. Alors est-ce que je peux prendre une valeur négative, Nassim? Ben non, x et y, ce sont des quantités. On ne consomme pas quelque chose de négatif. Et tu vas en trouver une deuxième qui vaut à peu près 12,97. Et c'est celle-ci que tu prends. Donc la valeur de x, avec l'effet substitution, sa valeur vaut 12,97. Et donc la valeur de y, tu te doutes bien qu'on ajoute 2, donc ça fait 14,97. Donc, effet substitution. Hop. On aura x étoile égale 12,97, y étoile égale 14,97, et l'utilité, l'utilité, on a dit qu'on reprenait la même que l'équilibre initial, c'est-à-dire que l'utilité vaut 280. Ça va ouais. Donc tu vois la différence entre l'effet revenu et l'effet substitution, c'est qu'on part de la même chose, mais pour l'effet revenu, on prend la contrainte budgétaire, pour l'effet substitution, on prend la fonction d'utilité, et on remplace l'utilité par sa valeur initiale. Si tu as compris ça, tu as compris l'effet substitution et l'effet revenu. Alors on te demande de faire un tableau récapitulatif, en fait, tout ce qu'il y a à gauche là, on va le faire sous forme de tableau. Alors il me reste plus beaucoup de temps d'enregistrement, donc j'espère que ça ne va pas couper, parce que ce serait dommage. Je pense qu'il me reste encore facilement 5 minutes, donc c'est bon. Alors, donc on va prendre la situation initiale, l'effet substitution, l'effet revenu. Donc on va d'abord noter les prix. Le revenu, on s'en fout, il n'a pas bougé. Les quantités optimales de x et de y. Et le niveau d'utilité optimale. Alors, donc initialement, Px, il valait 10, Py valait 20. On avait trouvé x égale 20, y égale 10. Et l'utilité valait 280. Pour l'effet substitution, on a dit que l'utilité ne bougeait pas. Py ne bougeait pas. Par contre, Px est passé de 10 à 20. Et donc la quantité de x, on avait trouvé 12,97 et 14,97. Pour l'effet revenu, le prix de x est resté à 20, le Py aussi. L'utilité, elle a baissé, puisqu'on a trouvé 161. Et la valeur de x, on a trouvé 9. Et y, on a trouvé 11. Voilà Nassim, le tableau récapitulatif. Alors qu'est-ce que tu constates? Regarde. Avec l'augmentation du prix de x, la valeur de x a diminué et la valeur de y a augmenté. Pour l'effet substitution. Okay, donc le prix de x a augmenté, la quantité de x a baissé, mais la quantité de y a augmenté. Tu comprends pourquoi on appelle ça un effet substitution, Nassim? Parce qu'on a remplacé du x par du y. On a réduit notre consommation de x à cause de l'augmentation de son prix, mais du coup, on a augmenté notre consommation de y. On a substitué du y au x. Par contre, l'effet revenu, lui, nous dit, regarde, que la quantité de x a baissé et que la quantité de y a aussi baissé. Ça, c'est bien l'effet revenu. Pourquoi, Nassim? Pourquoi les deux quantités ont diminué? Parce qu'en faisant monter le prix de x, tu as tout simplement diminué ton pouvoir d'achat. En augmentant le prix de x, tu as diminué ton pouvoir d'achat. Ça veut donc dire qu'en diminuant ton pouvoir d'achat, tu peux à la fois acheter moins de x, mais tu peux acheter aussi moins de y. Parce que si demain ton pouvoir d'achat diminue, Nassim, tu vas devoir réduire la consommation de plusieurs biens. Okay, donc c'est juste pour ça qu'on appelle ça un effet revenu. En fait, ton revenu, le pouvoir d'achat, ça porte un autre nom, on appelle ça le revenu réel. Donc ton revenu réel a diminué. C'est pour ça qu'on appelle ça un effet revenu. Tu consommes moins de x, mais tu consommes aussi moins de y. Et bien sûr, l'utilité a baissé, mais ça c'est presque logique, puisque
comme ton pouvoir d'achat a diminué, bah, ta satisfaction globale, elle aussi, a forcément diminué. Voilà, tout ce que j'ai dit, c'est l'interprétation du tableau. Voilà Nassim, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer par mail des exercices dont vous voulez une vidéo comme là. Et puis, bah, je vous souhaite à tous bon courage.